Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 12 mars, voici les titres qui seront développés dans ce journal. C'est parti pour la nouvelle édition du Printemps des Arts avec son premier concert donné à l'église Saint-Charles mercredi soir. Vous pourrez découvrir une création mondiale dans quelques instants. La kermesse solidaire de l'œuvre de Sœur Marie se déroulera ce vendredi et samedi sous le chapiteau de Fontvieille. Sa présidente va tenter de vous donner envie de vous rendre à cette 89e édition. Retour sur le 43e concours culinaire du Grand Cordon d'Or de la cuisine française. Notre invitée Isabelle Quenal donne une conférence ce soir dans le cadre des rencontres philosophiques de Monaco avec pour thématique corps sportif, corps esthétique. Quelques conseils avec le docteur Pierre Lavagna en ce 12 mars alors que nous célébrons la journée nationale de l'audition. Et enfin la présentation d'une nouvelle exposition photo, Japan Highlight, dans le hall de l'hôtel Méridien jusqu'au 15 juin. Mais avant de développer ces titres, 5 nouveaux ambassadeurs ont déposé leur lettre de créance au souverain ce jeudi matin. Tout d'abord, Eduardo José Atenza de Vega, ambassadeur de la République des Philippines. Madame Kirsika Leto Azikainen, ambassadeur de la République de Finlande. Madame Maria Jonsdottir, ambassadeur d'Islande. Madame Caroline Vicini, ambassadeur du Royaume de Suède. Et enfin, Madame Daniela Memo d'Amelio, ambassadeur de l'Ordre souverain militaire de Malte. Dans un autre domaine, c'est un ambassadeur du rire en quelque sorte. Il était en principauté hier au soir dans le cadre des Sérénissimes de l'humour. Danny Boone s'est produit sur la scène du Grimaldi Forum mercredi devant le souverain venu voir le spectacle. Ça fait 7 ans que je ne suis pas remonté sur scène pour faire rire. J'espère par vous que j'ai comme le vélo. Toujours en bref, concernant la venue du pape le 28 mars, sachez que l'accès à la place du Palais sera réservé aux monégasques et aux résidents. L'accès sera possible à partir de 7h du matin, dernier délai à 8h30. Il sera conditionné à la présentation d'un bracelet et d'une pièce d'identité. Ces bracelets seront distribués par les équipes communales du lundi 16 au vendredi 20 mars de 8h30 à 19h à l'espace Léo Ferré. La distribution des bracelets sera réservée aux monégasques et à leurs conjoints les 16 et 17 mars. À partir du mercredi 18 mars, la distribution sera étendue aux résidents de la principauté. Concernant la grande messe au stade Louis II, le public pourra se rendre au stade à partir de 12h30 où la messe sera célébrée à 15h par sa sainteté le pape Léon XIV. Pour l'occasion, des places assises non numérotées et par zone sur la pelouse du stade seront réservées aux monégasques et aux résidents dans la limite des places disponibles. Et enfin, sachez que le syndicat des agents de l'État et de la commune annonce une action de grève des auxiliaires de puériculture des crèches communales ce vendredi. Leurs revendications portent sur l'octroi de 5 jours de congés supplémentaires en reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Le service Petite Enfance et Famille met tout en œuvre pour permettre un accueil en crèche ce jour-là. Les familles seront contactées par les directions des crèches. La nouvelle édition du Printemps des Arts a débuté mercredi soir avec son concert d'ouverture à l'église Saint-Charles, au programme de la musique ancienne que l'on appelle des madrigaux. Et comme le veut le concept du Printemps des Arts, il y a des œuvres contemporaines, dont une création mondiale, un duo d'accordéon. Reportage de José Sacré. Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, présidente du Printemps des Arts de Monte-Carlo, le rappelle dans la préface de cette édition. Depuis plus de 40 ans, le Printemps des Arts poursuit inlassablement sa mission, celle de renouveler notre écoute du monde en explorant les siècles de musique, en naviguant entre les époques, en rapprochant les continents, en rassemblant les esthétiques et les disciplines les plus diverses. Ce fut déjà le cas lors du premier concert à l'église Saint-Charles, le 11 mars. Le très réputé ensemble italien La Veneziana a interprété des œuvres du 16e et XVIIe siècle, des madrigaux de Carlo Gesualdo et de Claudio Monteverdi. Autre invité de ce concert, le duo d'accordéon Xamb, Fanny Vincenz et Jean-Étienne Sotti. Outre des œuvres de Ibarra et de Zokawa pour 2 accordéons spatialisés, le duo Xamb a interprété une création signée Théo Mérigot. Il y a un vrai répertoire pour l'accordéon aujourd'hui ? Oui, il y a un vrai répertoire depuis une 50aine d'années, depuis les années 70, qui est beaucoup venu d'Europe de l'Est, d'Europe du Nord. Et aujourd'hui, on a énormément en France de compositeurs et de compositrices qui écrivent pour l'accordéon, on va dire, depuis une vingtaine d'années. C'est un des pays, parmi d'autres, fer de lance de l'instrument accordéon contemporain. Comment s'est passée cette création avec Théo Mérigot ?
Il avait écrit un concerto pour notre duo, donc un double concerto, qui s'appelait le Xamp Concerto. On lui a proposé de tirer des parties d'accordéon ou des parties d'orchestre aussi, et d'en écrire un duo qui s'appelle Xamp Variation. Voilà, c'est ce que vous jouez ce soir. Tout à fait, en première mondiale. Donc le concerto, c'était il y a 2 ans avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et on est très heureux de continuer à faire vivre cette œuvre sous une autre forme, un peu plus intimiste, mais qui reprend quand même toute la virtuosité de l'œuvre d'origine. Prochaine création au Printemps des Arts le 12 mars, un concerto pour piano de Marc Monet. Et à ne pas manquer, le 13 mars au Musée Sonographique, la grande bataille entre un ténor et un contre-ténor sur des airs de Vivaldi. Et vous avez toute la programmation sur le site du Printemps des Arts. La kermesse solidaire de l'œuvre de Sœur Marie se déroulera ce vendredi et samedi sous le chapiteau de Fontvieille. Une 89e édition composée de nombreuses activités, avec entre autres une grande soirée apéro, un défilé de mode, mais surtout la grande braderie sur 19 stands tenus par 90 bénévoles. Le tout au profit de nos aînés. La présidente de l'œuvre de Sœur Marie, Béatrice Fresco-Rolfo, revient sur les missions de l'association et sur l'édition 2026 de cette kermesse. Écoutez-la. L'œuvre de Sœur Marie, c'est une association qui aide au maintien à domicile des personnes âgées en difficulté financière. Donc toute l'année, nous donnons des aides exceptionnelles ou des aides régulières. On offre aussi des goûters, des déjeuners, on les emmène en vacances au mois de juillet. Et pour cela, évidemment, on a besoin de récolter des fonds et du coup, nous faisons cette kermesse une fois par an. Et la kermesse, elle fonctionne de 2 manières. D'abord, sur toutes les donations que nous recevons, donc on appelle ça un peu du second hand. Et donc on a plusieurs stands, des stands de vêtements femmes, des stands de vêtements hommes, on a des jouets, on a une brocante, on a l'art de la table, on a l'atelier, ils travaillent toute l'année. Et ensuite, on a cette année une particularité, c'est qu'on a 2 outlets. Un, c'est un magasin récréation de Monaco et l'autre, c'est notre styliste monégasque, la Môme de Monac. Donc ils vont vendre un peu leurs articles. C'est une nouveauté. Les horaires, c'est vendredi, on commence à 10h. À 18h, il y a un apéro dînatoire, donc c'est assez festif avec le défilé de la Môme de Monac à 19h30. Et samedi, c'est 10h, 17h avec le tirage de la tombola à 16h. Voilà pour cette grande kermesse de l'œuvre de Sœur Marie. Rendez-vous demain vendredi de 10h à 18h et samedi de 10h à 17h sous le chapiteau de Fontvieille. Ils étaient 8, mais un seul a été sacré grand cordon d'or à l'issue de la journée. Mercredi, le concours culinaire destiné aux élèves des lycées hôteliers du monde entier s'est tenu en principauté. Sarah Nkari et Alexandra Paolini ont suivi les jeunes participants dans cette première grande étape de leur carrière. Voyez leur reportage. Ils viennent de toute la France et bien au-delà des frontières. Kavirané a fait le voyage depuis l'île Maurice. Camila, elle, est arrivée du Mexique pour tenter sa chance. Pour le four, là-bas, c'est OK. 170. 170 Et puis tu le laisses, quand tu sors tes trucs, tu le laisses tourner. Ça marche. Et à domicile, un élève du lycée Régnier 3 a aussi noué son tablier et enfilé sa toque. Louis est prêt à entrer dans l'arène. Un peu de stress, un peu de pression, mais ça va le faire, on s'est préparé pour ça, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est parti pour 4 heures d'épreuve, 4 heures pour transformer un loup d'1,2 kg et revisiter un classique de la pâtisserie, la tarte au citron meringuée. Le tout sous l'œil affûté des chefs du jury technique, attentifs à tous les détails. Alors les candidats, tous les produits que vous n'utilisez pas, vous mettez tout bien au frigo, hein. On jette rien. Ensuite, il y a les cuissons. La façon de faire le travail, l'exécution. Voilà, et puis après la finalité, le dressage, la propreté, l'assaisonnement. En salle, place à la dégustation. Le deuxième jury, composé de grands noms de la gastronomie, est conquis dès la première assiette. Il y a de l'originalité et puis il y a une recherche quand même qui est très bien. T'inquiète pas, c'est dans les temps. Il n'y a pas de souci. Le niveau est haut et la tension monte au fil de la soirée. Les candidats retiennent leur souffle. Louis, le Niçois arrivé en septembre dans l'établissement monégasque, a travaillé d'arrache-pied avec ses professeurs. Il remporte la 43e édition du concours du Grand Cordon d'Or de la cuisine française. Sa prise de risque sur le dessert a fait la différence. Je ne m'y attendais pas, parce que j'avais quand même des beaux candidats, des belles assiettes. Maintenant, oui, j'aurais pu encore mieux faire. C'est pour ça que j'étais un peu sceptique à l'idée de monter sur le podium déjà. Mais je suis très content et un grand merci aussi à mon professeur, M. Girogi, parce que c'est grâce à lui qui m'a pris sous son aile et c'est grâce à lui tout ça. Une journée derrière les fourneaux, des mois de préparation et peut-être le début d'une longue carrière. Ces apprentis en sont la preuve. Malgré l'exigence qu'ils demandent, les métiers de la restauration continuent de faire rêver.
Et un autre monégasque victorieux en tennis cette fois, Valentin Vachereau poursuit sa route en double avec son cousin. Ils viennent de se qualifier dans la nuit pour les demi-finales du Master 1000 d'Indian Wells. Ils ont battu en 2-7, 6-3, 6-4, le duo russe Rublev-Kachanov. Valentin Vachereau et Arthur Rinderknecht seront opposés en demi à la paire composée du Suédois André Göransson et l'Indien Yuki Bambri. Valentin, qui semble prendre soin de son corps, c'est le secret pour durer quand on est un sportif de haut niveau, eh bien, les rencontres philosophiques de Monaco organisent ce jeudi soir une conférence au Théâtre Princesse Grace sur le thème « Corps sportif, corps esthétique ». Et parmi les intervenants, avant qu'elle ne monte sur scène, nous sommes avec une ancienne sportive de haut niveau, en tennis justement. Elle est devenue entre-temps philosophe, elle a d'ailleurs écrit une thèse sur le dépassement de soi. Isabelle Queval, bonsoir. Bonsoir. Développez-nous la thématique dont je viens de parler, corps sportif, corps esthétique, c'est-à-dire, expliquez-moi quel est l'objectif déjà de cette conférence et le message que vous voulez faire passer aux spectateurs. L'un des objectifs, c'est de montrer qu'aujourd'hui, dans notre société, le corps tient une place absolument centrale dans la construction des identités, des identités personnelles, et notamment à travers son entretien, à travers son apparence, à travers sa performance, à travers sa beauté aussi, et à travers des expérimentations qu'on peut observer notamment dans le sport de haut niveau, dans certains aspects du sport de haut niveau, des expérimentations liées à l'appareillage, liées bien sûr à sa dérive qu'est le dopage, mais liées aussi aux prothèses ou exosquelettes qui peuvent aujourd'hui accompagner la performance. On parle d'équilibre lorsque l'on emploie la célèbre phrase « un esprit sain dans un corps sain ». D'un point de vue philosophique, qu'est-ce que l'équilibre entre l'esprit et le corps ? Cet équilibre se joue notamment au niveau des sensations. Voilà, cette sensation de se trouver, de se reconnaître dans une activité, dans une performance, dans quelque chose qui a trait au corps. Philosophe Mendes-Biran disait que c'était au travers du corps que finalement s'expérimentait en tout premier lieu la conscience de soi. Et donc finalement au travers de ces activités, qu'elles soient sportives, qu'elles soient performatives, esthétiques, eh bien on peut expérimenter de manière sans doute plus vive, plus aiguë que dans d'autres aspects de notre vie, cette sensation de coïncider avec soi. C'est ça l'idée, hein, c'est cette coïncidence avec soi. Et l'équilibre passe forcément par le corps, par l'esthétique ? Non, pas nécessairement, d'autant plus que par le corps passe aussi la performance et aussi la très haute performance. Or, la très haute performance, c'est difficile de la qualifier d'équilibre quand on voit que finalement des sportifs de très haut niveau sont toujours sur une ligne de crête entre justement l'équilibre et le déséquilibre, avec un certain nombre de dérives qui existent et que sont justement des pratiques comme le dopage, mais aussi des blessures chroniques et finalement une menace d'effondrement qui, très paradoxalement, pèse sur le sportif au sommet de son art. Justement, le sport, la pratique du sport, ça n'a que du bon, parce que parfois on en oublie le plaisir à force d'essayer d'obtenir le dépassement de soi. Le sport a ses abus aussi. Tout à fait, et donc quand on est dans l'excès, quand on est dans l'addiction, quand on est aux limites de la blessure, de la dépression, bien sûr que la pratique sportive à ce niveau-là n'a pas que du bon. Et donc c'est tout un art, évidemment une sagesse aussi, que d'arriver à trancher et à aider à éduquer les pratiquants sportifs pour découvrir justement ce qui représente en eux cette part d'équilibre et cette part de déséquilibre qui menace toujours. Jusqu'où doit aller le dépassement de soi ? Alors le dépassement de soi, c'est difficile de l'objectiver de manière extérieure au sportif lui-même et de lui dire finalement qu'il doit s'arrêter à tel ou tel moment ou à telle ou telle ligne. En réalité, c'est chacun qui fixe la limite de ce dépassement de soi qui, par définition, finalement est une sorte de transgression permanente de ce qu'on connaît, de ce qui est familier, de sa limite habituelle. Donc c'est très difficile de rendre normative au fond une obligation de s'arrêter. Alors vous qui avez été sportif de haut niveau et puis maintenant philosophe, est-ce que vous avez tout simplement des conseils de vie pour un équilibre, pour cet esprit sain dans un corps sain entre guillemets ? Des conseils de vie, c'est évidemment de s'écouter et d'essayer d'apprendre et de connaître, ce qui ne se fait pas forcément en un jour, quelles sont justement les zones de cette coïncidence avec soi.
à quel moment on est véritablement dans une liberté, dans une connaissance de soi, et non pas justement dans cet excès, dans ce dépassement permanent, infini, qui est au fond une course-poursuite qui n'a pas de fin, pourrait-on dire. Isabelle Queval, merci pour ces conseils. Je vous remercie. Et une partie de notre corps nous fait parfois défaut lorsque l'on écoute la musique un peu trop fort, par exemple. En ce 12 mars, nous célébrons la journée nationale de l'audition, l'occasion de sensibiliser le grand public à ce problème majeur de santé. Cette année, l'accent est mis sur la surdité, égrantage, la face cachée d'un enjeu sociétal sous silence. Nous sommes allés rencontrer le docteur Pierre Lavagna. Il nous parle conseil et prévention au micro d'Alexandra Pani. Les images sont signées Thomas Deus. Cette année, c'est pour sensibiliser en fait autour du vieillissement de l'oreille interne, avec ses manifestations auditives, autrement dit l'installation d'une surdité, mais aussi l'installation de troubles de l'équilibre. Il n'y a pas d'âge pour se préoccuper de son audition. Une baisse auditive peut apparaître à n'importe quel âge en fonction de notre génétique, en fonction de notre mode de vie, des médicaments, des accidents. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas une question d'âge, à se dire à partir de tel âge je consulte, c'est dès qu'il apparaît en fait un symptôme qui peut laisser penser que votre audition est altérée. Et le principal symptôme qui apparaît très précocement, c'est une difficulté à comprendre dans le bruit. C'est par exemple, je suis au restaurant avec des amis, il y a du bruit, il y a de la musique, je comprends rien. Je vois que les gens autour de moi se parlent et se comprennent, et moi, je suis obligé de faire des efforts d'attention énormes. Je fatigue, à la fin du repas, je suis crevé, j'ai loupé la moitié des conversations. Voilà, c'est typiquement, voilà, ça peut se passer aussi, bien sûr, à la maison, quand il y a un bruit de fond, dans une réunion où il y a plusieurs personnes qui parlent. Voilà, c'est la difficulté à comprendre dans un milieu bruyant et la fatigue qui va avec, et la tentation qu'on peut avoir de s'isoler en fait. On se met à part, donc on s'isole, et puis surtout on va avoir une baisse des fonctions cognitives qui va être favorisée, notamment troubles de l'attention, de la mémoire et troubles exécutifs, qui sont favorisés par une baisse auditive qui n'a pas été corrigée. Vous aurez donc retenu les recommandations du docteur Lavagna, un dépistage précoce dès les premiers signes et à tout âge. Le Japon s'invite en images dans le hall de l'Hôtel Méridien qui accueille une nouvelle exposition jusqu'au 15 juin. Japan Highlight met en lumière les clichés du photographe monégasque Franck Soleimais. Un reportage de Christina Petit et Lionel Bernardi. Durant 3 mois, les visiteurs du Méridien pourront découvrir Japan Highlights, une exposition signée Franck Soleimais. 18 photographies qui capturent l'âme du pays du soleil levant entre tradition et modernité. Des clichés pris au fil de ses voyages au Japon, un pays qui fascine cet artiste monégasque depuis plusieurs années maintenant. Après avoir parcouru le Groenland, la Namibie ou encore Madagascar, c'est l'archipel nippon qui semble l'avoir marqué profondément. C'est vraiment un pays de cœur. En fait, dès la première fois où j'y étais, j'ai de suite accroché avec leur manière de vivre. Moi, je suis quelqu'un d'assez dynamique, mais tout aussi respectueux. Je suis quelqu'un c'est assez spirituel, et on peut connecter pas mal de choses là-bas. C'est leur manière de vivre aussi, de se respecter les uns les autres. Ils font plein de petits efforts qui se répercutent d'une manière magnifique sur leur société. Les mégots de cigarettes par terre là-bas, ça n'existe pas. Faire du bruit alors qu'on est accompagné de personnes qu'on ne connaît pas, ça n'existe pas. Et ça paraît tout bête à dire, mais c'est un confort et une qualité de vie assez exceptionnelle. À travers son objectif, Franck Soleimais capture des instants suspendus, des images pensées comme des souvenirs figés, témoins d'un voyage et d'une émotion. J'ai photographié des temples, j'ai photographié des paysages comme vous avez derrière, et j'ai photographié aussi des scènes de rue qui leur est propre. Et j'ai même utilisé certaines techniques pour pousser un peu le côté moderne et futuriste un petit peu plus loin, un petit peu plus expérimental. On est sur 18 photos avec des formats différents. On a des formats de base qui sont de 90 cm sur 60, et après on a des formats comme moi derrière qui sont déjà bien plus imposants, et c'est plus sympa pour décorer un bureau ou un beau salon. Son regard met en lumière les contrastes du Japon entre spiritualité, tradition ancestrale et modernité. Prochain défi pour le photographe, une nouvelle série consacrée aux lumières d'une autre ville mythique, New York. Les photos de fin de journal de la rédaction sont dédiées au concours du Grand Cordon d'Or, et votre après-JT de demain sera d'ailleurs consacré à ce concours culinaire dont on a parlé dans ce JT. À suivre dans une poignée de secondes la météo d'Alexandra Pani. Vous retrouverez demain à 19h Émilie Rousseau à la présentation. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco-Info. À très bientôt. Au revoir.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les prévisions météo de ce vendredi 13 mars. Le soleil devrait être au rendez-vous sur l'ensemble de la journée, mais il faudra tout de même compter sur la présence de quelques nuages. Les températures resteront agréables, 10 degrés d'annoncés dans la matinée et 16 pour l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h44 et se couchera à 18h35. Nous souhaiterons une bonne fête au Rodrigue. Je vous souhaite une belle soirée sur Monaco Info.